Voici l'histoire d'une femme qui a forcé tout un pays à la surnommer mère de la nation, alors qu'elle n'avait quasiment pas terminé ses études primaires. Une femme sans instruction qui, sous la menace de l'emprisonnement, fut présentée au monde comme l'une des scientifiques les plus brillantes du XXe siècle. Mais le mensonge ne dure pas éternellement. Le matin de Noël 1989, elle fut traînée, battue, contre un mur crasseux, les mains liées, tandis qu'elle insultait les soldats qui allaient l'exécuter. Elle s'appelait Elena Ceausescu. Il y a encore 3 jours, Elena était la 2e personne la plus puissante de Roumanie. Elle possédait des demeures au robinet en or et mangeait du caviar, tandis que des millions de Roumains mouraient de faim et faisaient la queue dans le froid pour un morceau de pain. À présent, dans une base militaire, vêtue de vêtements sales, elle fixe avec colère 3 jeunes soldats qui pointent leurs fusils. Prise dans son délire, elle leur crie « J'étais comme une mère pour toi ». Aucune réponse. Une violente rafale de coups de feu brise le silence et son corps s'effondre sur le sol gelé. Ce soir-là, l'exécution fut retransmise à la télévision. Le pays était sous le choc. Personne ne pouvait croire que la femme adulée par décret avait été exécutée comme une vulgaire criminelle. Comment la fille de paysans illettrés avait-elle pu contrôler le destin de 20 millions de personnes? Préparez-vous, car vous allez découvrir comment son empire de mensonges s'est effondré. Pour comprendre comment se construit un monstre capable d'asservir une nation entière, il faut remonter le temps. Il nous faut voyager jusqu'en 1916, dans un coin d'Europe que presque personne ne connaissait. Un village plongé dans l'oubli, où naquit une petite fille portant le prénom le plus simple et le plus humble qui soit, Lenuța Petrescu. Ce lieu, c'était Petresti, une petite commune de la province de Dâmbovița, au cœur d'une Roumanie rurale, profonde et ravagée. C'était le 7 janvier 1916. Dehors, l'hiver faisait rage avec une cruauté implacable. Toute l'Europe était alors dévorée et exsangue par les flammes de la Première Guerre mondiale. Pourtant, dans ce village perdu au milieu de collines arides et de chemins de terre, le canon du front était à peine audible, comme un écho lointain. Ce qui se faisait sentir avec une force dévastatrice, jour après jour, c'était le froid polaire qui s'infiltrait sans prévenir par les fissures des murs, la faim chronique et la routine brutale du travail agricole. Dans une misérable cabane, construite de poutres de bois, de boue séchée et de paille, une paysanne nommée Alexandra Petrescu donna naissance à sa 3e fille. Conformément à la tradition orthodoxe, on la baptisa Lenuța, un diminutif affectueux d'Elena. Ce serait le nom qui l'accompagnerait durant toute sa jeunesse, un nom qu'elle tenterait, des décennies plus tard, d'effacer de l'histoire officielle avec une violence inhabituelle, comme si, en enterrant ce mot, elle pouvait aussi enterrer le souvenir de ses origines misérables. Son père, Nicolae Petrescu, était connu dans la petite communauté comme le lecteur de l'église orthodoxe locale. Lorsqu'il ne psalmodiait pas les psaumes sacrés à la messe du dimanche de sa voix rauque, Nicolae, courbé sur la terre rugueuse, travaillait les champs comme n'importe quel autre paysan illettré de la région. La famille Petrescu ne possédait rien. Leur existence se résumait à la pure survie. Ils ne mangeaient que ce qu'ils parvenaient à cultiver de leurs propres mains, buvaient de l'eau trouble puisée dans un puits commun et se réchauffaient pendant les longues nuits glaciales avec du bois vert qu'ils coupaient eux-mêmes dans les forêts voisines. La petite Lenuța grandit pieds nus presque toute l'année, les pieds craquelés par la boue et le froid. Son enfance fut dépourvue de jeux, de jouets et d'affection. Elle se couchait dès le coucher du soleil pour économiser l'huile des lampes et se levait bien avant l'aube pour aider aux tâches ménagères. Bien des années plus tard, après la chute de la dynastie Ceausescu, lorsque s'exprimer n'était plus passible de mort, les habitants de Petresti se souviendraient de cette fillette comme d'un être profondément étrange. Elle n'était pas la timide paysanne typique qui se cachait derrière les jupes de sa mère. Lenuța était silencieuse, mais d'une manière inquiétante. Observatrice, froide et calculatrice, elle possédait un regard fixe et lourd qui semblait enregistrer chaque manque, chaque humiliation quotidienne, nourrissant un ressentiment silencieux que personne au village n'aurait pu prédire. À 7 ans, la loi l'obligea à fréquenter l'école du village. Ce bastion du savoir était, en réalité, un symbole de la précarité de la Roumanie rurale. Il se composait d'une unique salle de classe commune, au sol de terre battue et aux pupitres en vieux bois fendu et tachés d'encre. Des enfants de tous âges, de 7 à 14 ans, s'y côtoyaient sous la tutelle d'un seul instituteur rural, aux prises avec un analphabétisme généralisé. L'hiver, les conditions étaient inhumaines.
Les enfants devaient suivre les cours vêtus de leurs épais manteaux de laine, les mains engourdies, car le petit poêle à bois dans un coin parvenait à peine à réchauffer ceux du premier rang. L'été, la chaleur suffocante attirait des nuées de mouches qui bourdonnaient autour des tableaux noirs. C'est précisément dans cette salle de classe misérable qu'un événement se produisit qui allait marquer la psyché d'Elena pour le restant de ses jours, un traumatisme invisible qui deviendrait le moteur de sa tyrannie. Lenuzza s'est révélée être une élève catastrophique. Ce n'était pas simplement qu'elle n'aimait pas étudier ou préférait le travail à la ferme. Sur le plan cognitif, elle éprouvait d'immenses difficultés d'apprentissage. Elle avait énormément de mal à assembler les lettres pour former des mots, elle était complètement paralysée lorsqu'elle tentait des calculs élémentaires, et sa capacité de concentration était quasi inexistante. Les dossiers scolaires qui ont survécu aux purges du régime et les témoignages d'enseignants qui ont pris la parole après la Révolution de 1989 ont révélé une vérité honteuse. La future scientifique de renommée mondiale faisait ses devoirs sans conviction, ne manifestait aucun intérêt pour les livres et se mettait dans une colère noire chaque fois qu'elle ne comprenait pas une leçon. Ses anciens camarades de classe s'accordaient tous sur un détail glaçant. Lorsque Lenuzza faisait une erreur en lisant à voix haute devant les autres enfants et que l'institutrice la corrigeait, elle ne fondait pas en larmes de honte comme les autres filles du village. Au contraire, le visage de Lenuzza devint écarlate. Ses poings se serrèrent sous la table jusqu'à lui faire mal, et elle fixa l'institutrice d'un regard de pure rage, d'une haine si intense qu'elle inspirait la crainte. C'était comme si son esprit d'enfant savait déjà, à 9 ans, que le savoir formel lui était interdit, et qu'elle jurait une vengeance silencieuse contre le monde entier pour l'avoir fait se sentir ignorante. Finalement, à l'âge de 14 ans, Lenuzza quitta définitivement l'école. Les documents officiels du Parti communiste tentèrent de minimiser ce fait, affirmant que la jeune femme avait quitté ses études car sa famille avait un besoin urgent de sa main-d'œuvre pour travailler la terre. Cependant, les archives révélaient une réalité bien plus humiliante. Lenuzza Petrescu avait redoublé plusieurs fois et son niveau scolaire était si faible que l'établissement la considérait comme un cas désespéré. Lorsqu'elle quitta l'école, ses connaissances étaient inférieures à celles d'un enfant de primaire. Elle savait à peine lire mécaniquement, son écriture était truffée de fautes d'orthographe flagrantes et elle ne comprenait absolument rien à la géographie, à l'histoire, ni aux sciences. Cet analphabétisme fonctionnel est le secret le mieux gardé de sa biographie, la plaie ouverte qui, 40 ans plus tard, la conduirait à exiger, sous peine de mort, que les universités les plus prestigieuses d'Occident lui décernent des doctorats honoris causa en chimie macromoléculaire. À 15 ans, la vie à la campagne lui devint insupportable. Petresti était une prison de boue et de misère, sans avenir pour une jeune femme sans instruction. Lenuzza fit comme des milliers d'adolescents pauvres des provinces roumaines durant les années 1930, une décennie tumultueuse. Elle emporta un maigre bagage contenant son unique chemisier de rechange, un peu de pain rassis, et partit seule pour la capitale, Bucarest, attirée par la vague promesse d'un parent éloigné qui lui avait assuré pouvoir lui trouver un emploi en ville. Le Bucarest qui accueillit Lenuzza dans les années 1930 était une ville de contrastes saisissants, un mastodonte de béton qui fascinait autant qu'il terrifiait. Aristocrate et diplomate étranger la surnommaient fièrement « le petit Paris des Balkans », en raison de son élégante architecture à la française, de ses larges boulevards illuminés, de ses opéras et de ses cafés chics où la haute société discutait d'art, vêtue de costumes de soie importés. Mais derrière cette façade éblouissante d'opulence européenne se cachait une réalité souterraine sordide. Bucarest était cernée par une ceinture de taudis, de ruelles non pavées où l'eau stagnante engendrait des épidémies, d'usines obscures crachant de la suie jour et nuit, et de milliers de jeunes provinciaux qui, comme Lenuzza, arrivaient chaque hiver le ventre vide, cherchant désespérément à échapper à la famine. Après des semaines de recherche d'un abri et de nourriture, Lenuzza trouva du travail dans une usine textile à la périphérie de la ville, un immense atelier dédié à la production en masse de sous-vêtements bon marché. Les conditions de travail y étaient infernales. La jeune paysanne devait effectuer des journées de 12 à 14 heures exténuantes, assise devant une lourde machine à coudre mécanique qui lui broyait les doigts. L'air y était lourd, irrespirable, saturé de l'odeur rance d'huile industrielle et des peluches de tissus brûlés qui flottaient dans l'air, provoquant une toux chronique chez les ouvrières. Les fenêtres de l'atelier étaient constamment recouvertes de crasse, empêchant la lumière du soleil d'entrer.
Lorsque Lenuzza terminait son service tard dans la nuit, le dos douloureux et les yeux rouges d'épuisement, elle rentrait à pied dans une chambre misérable qu'elle partageait avec 3 autres jeunes filles de province dans les banlieues les plus dangereuses de Bucarest. Son régime alimentaire se composait de pain rassis, de pommes de terre bouillies, et si elle avait la chance de trouver quelque chose à manger le week-end, d'un morceau de sein doux. C'est dans ce contexte d'exploitation extrême, d'humiliation quotidienne et de misère abjecte que le caractère de Lenutza Petrescu s'est forgé. La frustration d'être piégée au bas de l'échelle sociale, une travailleuse anonyme que personne ne remarquait, a fait naître en elle une ambition dangereuse. Elle ne voulait pas simplement survivre, elle voulait détruire le système qui la condamnait à la misère. Peu à peu, il commença à fréquenter des réunions clandestines. Nous sommes en 1937-1938. À cette époque, le Parti communiste roumain était une organisation strictement illégale, violemment persécutée par la police secrète du roi Carol II, la Siguranța. Se réunir dans une cave pour discuter des théories de Karl Marx ou planifier une grève ouvrière n'était pas une lubie de jeunesse. C'était un crime fédéral passible de torture brutale dans les cachots de l'État ou de plusieurs années d'emprisonnement dans des prisons de haute sécurité. Et pourtant, Lenutza s'y engagea profondément. Il rejoignit la jeunesse communiste avec une détermination implacable. Elle commença à se faire discrète dans les rues de Bucarest, transportant des tracts subversifs dissimulés dans ses paniers à couture, et devint une assistante régulière dans les caves clandestines, ces pièces sombres et enfumées où le tabac bon marché coulait à flot et où les dirigeants révolutionnaires préparaient le renversement de la monarchie. Nombre d'historiens se sont interrogés sur les motivations d'une jeune femme illettrée au sein du communisme. Certains ont avancé l'hypothèse d'une véritable conviction idéologique, d'un désir de justice sociale. Mais la réalité historique révèle une motivation bien plus primitive et sombre, une ambition démesurée et un profond ressentiment. Le communisme de l'époque promettait aux dépossédés, aux ignorants et aux marginalisés que les derniers seraient les premiers. Et que la bourgeoisie instruite, qui les méprisait tant, serait anéantie. Pour Lenutza Petrescu, la révolution n'était pas une théorie économique. C'était une occasion en or de s'emparer du pouvoir et de faire payer au monde entier ces années d'humiliation. Puis, au printemps 1939, le destin l'a mis face à face avec l'homme qui lui permettrait de réaliser tous ses fantasmes de pouvoir. Lors d'une de ces fêtes ouvrières clandestines, organisées pour commémorer le 1er mai, dans les champs aux abords de Bucarest, Lenutza rencontra un cordonnier de 21 ans qui partageait son ressentiment social. Il s'appelait Nicolae Ceausescu. De 2 ans son cadet, il était lui aussi issu d'une famille paysanne pauvre du village de Scornicești, avait reçu une instruction tout aussi sommaire et était animé de la même ambition politique dévorante. Nicolae n'était ni beau ni charismatique. Il était petit, extrêmement maigre à cause de la malnutrition, et souffrait d'un bégaiement sévère qui s'aggravait lorsqu'il était nerveux en présence des dirigeants du parti. Mais Lenutza, avec son instinct calculateur aiguisé, a vu chez ce cordonnier quelque chose que les autres ont négligé. Il a vu une obstination aveugle, une discipline militaire et le regard fixe d'un fanatique prêt à écraser n'importe qui pour atteindre le sommet. Ils tombèrent amoureux à une vitesse fulgurante, unissant leur vie et leurs ambitions. Les rares témoins de l'époque ayant survécu aux purges qui suivirent racontèrent que le couple affichait une harmonie singulière. Loin d'être de simples amoureux flânant dans les parcs, ils s'installaient dans les cafés les plus modestes pour passer en revue les noms des dirigeants du parti, analyser leurs rivaux et réfléchir aux moyens de gagner en influence au sein de la clandestinité. Cependant, leur histoire d'amour tumultueuse fut brutalement interrompue. En raison de son radicalisme croissant, Nicolae Ceausescu fut arrêté par la police secrète et passa la majeure partie de la Seconde Guerre mondiale emprisonné dans des prisons et des camps de concentration pour prisonniers politiques, subissant des sévices qui aggravèrent sa santé mentale.
Lenutsa, quant à elle, était également surveillée de près par les autorités locales, mais parvint à éviter la prison en conservant son apparence de modeste ouvrière du textile le jour, tandis que la nuit, elle continuait d'assurer la liaison avec la résistance communiste. Durant ces longues années de séparation forcée, la jeune paysanne attendait avec une patience glaciale le retour de Nicolae. Elle savait pertinemment que le cours de l'histoire était en train de changer. Les lettres qu'ils échangeaient entre les murs de la prison de Jilava et la banlieue de Bucarest, pour la plupart détruites après la Révolution, révélaient la véritable nature de leur alliance. Dans ces brèves notes, censurées par les geôliers, Lenutsa n'écrivait pas à Nicolae des poèmes d'amour ni des lamentations romantiques. Elle lui envoyait des rapports précis sur les militants arrêtés, ceux qui avaient trahi leurs camarades sous la torture et les factions qui gagnaient du terrain à l'étranger. Ils étaient deux stratèges froids, préparant la prise de contrôle d'un pays bien avant d'avoir le moindre territoire à gouverner. L'horreur de la guerre s'approchait, mais pour Lenutsa Petrescu, le conflit mondial n'était que la toile de fond de son ascension fulgurante au pouvoir absolu. En août 1944, les blindés de l'armée rouge soviétique entrèrent triomphalement dans Bucarest, écrasant le régime fasciste roumain. Les portes de la prison s'ouvrirent en grand et Nicolae Ceausescu recouvra la liberté, se jetant directement dans les bras de la femme qui l'attendait, afin qu'ensemble, ils puissent commencer à transformer la Roumanie en son propre fief personnel. L'entrée des chars soviétiques à Bucarest a non seulement bouleversé la carte politique de l'Europe, mais a aussi transformé le destin de Lenutsa Petrescu. Du jour au lendemain, les communistes, traqués comme des criminels clandestins dans de sombres caves quelques semaines auparavant, sont devenus les nouveaux maîtres absolus de la Roumanie. L'armée rouge n'a pas apporté la liberté. Elle a instauré une dictature stalinienne prête à anéantir toute trace de l'ancienne monarchie. Au milieu de ce chaos d'exécutions, de procès sommaires et de drapeaux rouges flottant sur les bâtiments gouvernementaux, Lenutsa et Nicolae comprirent que leur heure de gloire était arrivée. Ils n'étaient plus les parias de la classe ouvrière. Désormais, ils faisaient partie de la nouvelle élite qui allait gouverner le pays d'une main de fer. Dès son entrée dans les cercles du pouvoir, Lenutsa entreprit une froide métamorphose. Elle savait pertinemment que pour côtoyer la nouvelle élite politique, elle ne pouvait plus traîner son passé de paysanne illettrée et de servante dans une industrie textile. Il lui fallait enterrer la jeune fille du village de Petresti. La première étape fut légale. Le 23 décembre 1947, quelques jours seulement avant que les communistes ne contraignent le roi Michel Ier à abdiquer sous la menace des armes, Lenutsa et Nicolae se marièrent lors d'une cérémonie civile rapide et sans cérémonie. Dès lors, elle cessa d'être Lenutsa Petrescu et devint légalement Elena Ceausescu. Elle effaça à jamais de son vocabulaire et de ses documents officiels ce diminutif de Lenutsa qui lui rappelait si fortement la boue, le froid et la faim de son enfance. Elle modifia également sa date de naissance dans les registres d'état civil de la Nouvelle République populaire en supprimant 2 ans pour apparaître comme née en 1919 au lieu de 1916. Par cette fraude administrative, Elena ne cherchait pas seulement à paraître plus jeune. Elle voulait altérer la chronologie officielle pour dissimuler le fait qu'elle avait 2 ans de plus que son mari, un détail qui, dans la société patriarcale de l'époque, blessait son orgueil et son obsession de contrôler son image publique. Tandis que Nicolae gravissait les échelons du Parti communiste roumain à une vitesse fulgurante grâce à son obéissance aveugle au dictateur Gheorghe Georgiou-Dej, Elena agissait dans l'ombre avec une ruse féline. Au début des années 1950, elle se vit confier des postes administratifs, en apparence anodins, dans des ministères clés, comme celui des Affaires étrangères. Il ne s'agissait pas de simples emplois de bureau, c'était de véritables laboratoires d'observation pour elle. Elena utilisait ses fonctions pour espionner, documenter et mémoriser les faiblesses de chaque dirigeant du parti. Tandis que son mari se forgeait une réputation de bureaucrate impitoyable dans les secteurs militaires et agricoles, elle se consacrait à identifier les rivaux internes, ceux qui vacillaient face aux ordres de Moscou et ceux qui détenaient de sombres secrets susceptibles de servir de moyens de chantage politique. Les témoignages des rares fonctionnaires de cette époque ayant survécu aux purges ultérieures du régime décrivent Elena, dans les années 1950, comme une femme sombre, rancunière et extrêmement dangereuse. Derrière ses tailleurs gris de style soviétique et sa coiffure négligée, se cachait une femme féroce, prête à dévorer quiconque lui rappelait son manque d'instruction. On raconte que, lors des réunions ministérielles,
Lorsqu'un technicien ou un universitaire employait des termes complexes de droit international qu'elle ne comprenait pas, Elena notait le nom de l'orateur dans un carnet noir. Des semaines ou des mois plus tard, ce technicien ou cet intellectuel était limogé sous de fausses accusations de déviationnisme bourgeois ou de trahison, et finissait souvent emprisonné dans les camps de travail forcé du canal Danube-Mer Noire, un projet pharaonique qui coûta la vie à des milliers de prisonniers politiques. L'ignorance d'Elena n'était pas un défaut passif, c'était une arme redoutable, alimentée par un ressentiment de classe. Au fil de la décennie, l'obsession d'Elena pour la reconnaissance sociale que son intelligence lui refusait devint une pathologie cautionnée par l'État. Être l'épouse d'un haut fonctionnaire ne lui suffisait pas. Elle voulait être admirée pour ses propres mérites. C'est durant cette période que la plus grande supercherie scientifique des temps modernes commença à se dessiner. Elena, qui se souvenait avec amertume de son expulsion de l'école rurale de Petrechti pour incapacité à résoudre une simple division, décida de se faire passer pour un génie scientifique. Usant de l'influence politique de Nicolae, elle contraignit l'administration de la faculté de chimie de l'université de Bucarest à lui délivrer de faux diplômes attestant de ses études supérieures. Aucun professeur n'osa dénoncer la supercherie, l'alternative était de finir les os brisés dans les prisons de la Securitate, la redoutable police secrète qui commençait déjà à contrôler tous les aspects de la vie roumaine. L'ascension fulgurante du couple au sommet du pouvoir absolu s'est consolidée au milieu des années 1960. En mars 1965, le dictateur Gheorghiu Dej succombait à un cancer du poumon foudroyant. Une lutte de pouvoir féroce et immédiate éclata au sein du comité central du parti. Les barons de la vieille garde communiste, fins connaisseurs des intrigues de palais, sous-estimèrent totalement Nicolae Ceausescu. Ils le considéraient comme un personnage insignifiant, un bureaucrate de second ordre, bègue, qu'ils pensaient pouvoir manipuler aisément en coulisses. Ce fut la plus grande erreur de leur vie. Ce que la vieille garde ne vit pas, c'est que derrière Nicolae se tenait Elena, le poussant à bout, tissant des alliances secrètes en secret, et lui rappelant chaque faiblesse qu'elle avait elle-même relevée pendant une décennie d'espionnage au sein des ministères. Grâce à la sous-estimation de son entourage et à sa propre cruauté, Nicolae Ceausescu parvint à s'imposer et fut élu secrétaire général du Parti communiste roumain en 1965. Ceux qui pensaient gouverner par son intermédiaire subirent une purge brutale en moins de 24 mois. Un à un, les anciens héros de la résistance communiste furent démis de leurs fonctions, jugés pour complot présumé ou écartés de la vie publique. Elena Ceausescu s'assura que nul ne conserve l'autorité morale nécessaire pour remettre en question les décisions de son mari. Le pouvoir n'appartenait plus au parti, il appartenait à la famille. Avec Nicolae installé à la tête de l'État, Elena laissa libre cours à sa mégalomanie. Elle n'avait plus besoin de se cacher dans l'ombre des ministères. En 1967, son mari accéda également à la présidence du Conseil d'État, concentrant ainsi tous les pouvoirs entre ses mains. La Roumanie entra alors dans une ère de ténèbres absolues, gouvernée par un couple fanatique qui se croyait investi d'une mission divine pour refonder la société de fond en comble. La première action de la nouvelle première dame fut d'exiger la reconnaissance officielle de son mensonge académique au plus haut. Dans un acte honteux qui laissa les véritables scientifiques du pays sans voix, l'Institut roumain de recherche chimique décerna à Elena Ceausescu le titre de docteur en sciences chimiques. Le sujet de sa prétendue thèse de doctorat était la polymérisation stéréospécifique de l'isoprène, un sujet d'une extrême complexité technique dont elle était incapable d'expliquer le titre sans en faire la prononciation. À compter de ce jour, sur ordre du ministère de l'Information, toute mention de son nom à la radio, dans la presse ou à la télévision devait obligatoirement être précédée des titres officiels, académicien, docteur et ingénieur. Elena devint présidente du Conseil national de la science et de la technologie, obtenant ainsi un contrôle total sur les budgets de la recherche du pays. De véritables scientifiques roumains, hommes et femmes ayant consacré leur vie à étudier dans des universités européennes, furent contraints de rédiger des livres, des articles et de déposer des brevets internationaux pour ensuite voir le nom d'Elena Ceausescu figurer en couverture comme auteur principal. Si un article scientifique roumain remportait un prix international, celui-ci revenait directement à Elena, qui le recevait vêtu de somptueux manteaux de fourrure et de bijoux coûteux, achetés avec l'argent du peuple affamé. La supercherie d'Elena Ceausescu
ne s'arrêtait pas aux frontières de la Roumanie. Avec une audace frôlant la folie, la dictature a usé de diplomatie et du pétrole roumain pour acheter le silence et la complicité des institutions universitaires occidentales. Lors des visites d'État des Ceausescu dans des pays comme le Royaume-Uni, la France et les États-Unis, les conseillers du régime conditionnaient les accords commerciaux à l'octroi, par les universités et les sociétés savantes de ces pays, de doctorats honoris causa ou de prestigieuses adhésions à la Première Dame. Des institutions jouissant d'un immense prestige international préféraient fermer les yeux et signer des diplômes en or pour plaire à l'épouse du dictateur en échange de contrats économiques avantageux. Helena collectionnait ces diplômes étrangers et les exposait dans les vitrines de ses demeures comme des trophées de guerre. Pour la jeune fille illettrée qui, jadis, avait serré les poings de rage dans l'humble école de Petrechti, voir les recteurs des universités occidentales s'incliner devant elle pour lui remettre un parchemin était la vengeance parfaite. Elle était parvenue à tromper le monde entier. Du moins, c'est ce qu'elle croyait, aveuglée par l'orgueil. Cependant, tandis qu'Helena célébrait sa fausse gloire académique et que Nicolae consolidait sa tyrannie, un voyage sur le continent asiatique, au début des années 1970, allait changer à jamais la vie du couple, transformant leur dictature en l'un des cauchemars totalitaires les plus parfaits, suffocants et terrifiants du XXe siècle. Pour comprendre comment une dictature communiste européenne a pu se transformer en monarchie absolue et dynastique, il faut marquer d'une pierre blanche une date tragique, juin 1971. Jusque-là, le régime de Nicolae Ceausescu avait entretenu une certaine façade devant la communauté internationale. Le dictateur roumain se présentait en Occident comme un dirigeant communiste modéré, indépendant des diktats de Moscou, un homme avec lequel les présidents des États-Unis et d'Europe occidentale pouvaient s'asseoir et signer des accords commerciaux. Mais tout ce vernis de modération s'est effondré lors d'une tournée diplomatique qui a conduit les Ceausescu à travers le continent asiatique. Ce voyage n'était pas une simple visite de protocole. Ce fut la révélation qui scella le destin de 20 millions de Roumains. La délégation roumaine atterrit d'abord en Chine, sous le régime de Mao Tse-tung, alors en proie aux flammes fanatiques de sa révolution culturelle. Helena et Nicolae furent stupéfaits de voir les rues de Pékin envahies par des millions de jeunes gens brandissant le petit livre rouge, rendant un hommage quasi divin à leur chef suprême et persécutant sans pitié tout intellectuel osant penser par lui-même. Mais le véritable choc, celui qui allait bouleverser le couple présidentiel, survint à l'atterrissage de l'avion à Pyongyang, capitale de la Corée du Nord, dirigé par Kim Il-sung. Ce qu'Helena Ceausescu a vu en Corée du Nord l'a complètement obsédée. Kim Il-sung avait bâti une société d'automates parfaite. Les Ceausescu ont été reçus dans des stades gigantesques où plus de 100 000 personnes se déplaçaient à l'unisson, suivant des chorégraphies méticuleusement orchestrées, formant des mosaïques humaines aux couleurs de leurs dirigeants, pleurant d'émotion, réelle ou feinte, à la simple présence du dictateur nord-coréen. À Pyongyang, il n'y avait ni dissidence, ni liberté de la presse, ni individualité. Le pays tout entier était un immense théâtre dédié au culte d'un seul homme et de sa famille. Pour l'esprit d'Helena, empreint de ressentiment et de mégalomanie, ce fut une révélation mystique. Sur le chemin du retour vers Bucarest à bord de l'avion présidentiel, la première dame ne cessait de répéter une idée fixe à son mari. Pourquoi n'avons-nous pas cela en Roumanie? Pourquoi les Roumains ne nous applaudissent-ils pas de la même manière? Nous devons les y contraindre. De retour à Bucarest, la transformation fut immédiate et radicale. En juillet 1971, quelques semaines seulement après son arrivée en Asie, Nicolae Ceausescu promulgua les tristement célèbres « Thèses de juillet ». Ce document marqua le début de la révolution culturelle roumaine. Du jour au lendemain, une censure étouffante fut imposée, effaçant toute trace de liberté créative, littéraire ou journalistique dans le pays. Les stations de radio, les chaînes de télévision et les journaux nationaux cessèrent de couvrir l'actualité internationale et devinrent les seuls porte-voix de l'adulation mutuelle du couple présidentiel. Le culte de la personnalité atteignit des sommets frôlant le ridicule et la folie. Nicolae exigea d'être appelé le conducator, le conducteur, le génie des Carpates ou le Danube bleu de la science. Helena, quant à elle, ne se laissa pas faire. Elle réclama les titres de mère de la nation, de lumière de la nation et de scientifique de renommée mondiale. La machine de propagande du régime était entièrement mobilisée pour réécrire la réalité quotidienne. Sur la télévision d'État,
dont la diffusion était réduite à 2 heures par jour pour économiser l'énergie, la moitié du temps d'antenne était consacrée à la diffusion d'images d'Elena et Nicolae, accueillis par des foules d'ouvriers et d'enfants, leur offrant des bouquets de fleurs et chantant des hymnes religieux composés exclusivement en leur honneur. Les photographes officiels de la Securitate recevaient des instructions strictes et précises. Elena ne devait jamais être photographiée de profil, car son nez proéminent lui donnait un air grossier et il lui était formellement interdit d'apparaître sur une photo où sa différence de taille avec son mari était perceptible. Chaque image, chaque discours, chaque apparition publique était une mise en scène méticuleusement orchestrée, destinée à flatter l'ego d'une femme profondément complexée par ses origines rurales. Mais les illusions asiatiques d'Elena ne se limitaient pas aux journaux ou à la télévision. Elles se traduisaient par une politique démographique brutale et sanglante qui a détruit la vie de milliers de femmes roumaines. Obsédée par l'idée que la Roumanie devait accroître sa population pour devenir une superpuissance industrielle à l'instar des géants asiatiques, Elena a fait adopter le tristement célèbre décret 770. Par cette loi, le régime communiste interdisait totalement l'avortement et la contraception pour toutes les femmes de moins de 45 ans. Le corps de la femme roumaine est devenu la propriété de l'État. Pour garantir le respect de cette loi de terreur, la Securitate créa des unités spéciales connues sous le sinistre nom de police de l'utérus. Des agents de la police secrète et des médecins du parti visitaient chaque mois les usines, les bureaux et les écoles pour soumettre toutes les femmes en âge de procréer à des examens gynécologiques obligatoires. Si une femme tombait enceinte, l'État enregistrait son utérus et la surveillait de près pour s'assurer de la naissance de l'enfant. Si une femme faisait une fausse couche à son domicile, elle était soumise à des interrogatoires brutaux, soupçonnée d'avoir provoqué illégalement la perte et risquait des peines de prison allant jusqu'à 10 ans. Elena Ceausescu, autoproclamée mère de la nation, signa ses décrets sans sourciller, ignorant froidement que sa loi causait la mort de plus de 10 000 femmes à cause d'avortements clandestins, pratiqués dans des conditions insalubres, à l'aide d'aiguilles à tricoter ou de fils téléphoniques. Les conséquences de cette frénésie démographique furent effroyables. Des milliers de familles roumaines, déjà plongées dans une misère noire en raison des pénuries alimentaires, n'avaient aucun moyen de subvenir aux besoins des enfants que la loi les obligeait à avoir. Il en résulta l'apparition des tristement célèbres orphelinats de la terreur sous le régime de Ceausescu. Plus de 100 000 enfants furent abandonnés par leurs parents dans des institutions d'État disséminées à travers le pays. Ces orphelinats étaient, en réalité, de véritables camps de concentration pour mineurs. Les enfants y étaient enchaînés à des lits de fer, sous-alimentés, entourés de leurs excréments et privés du moindre contact humain ou de toute affection. En hiver, des dizaines de bébés mouraient de froid dans leurs berceaux, le régime ayant coupé le chauffage pour économiser du combustible. Lorsque la communauté internationale découvrit ces lieux après la chute du régime, le monde entier fut horrifié par la cruauté d'une première dame qui se vantait de protéger les enfants tout en condamnant toute une génération à la folie, au sida par injection répétée et à une mort systématique. Tout en semant la terreur parmi la population, Elena consolida son emprise absolue sur l'appareil d'État. En 1979, elle fut nommée au Politburo du Parti communiste, accédant ainsi au rang de deuxième personnalité la plus puissante de Roumanie. Elle n'agissait plus dans l'ombre et n'avait plus besoin de l'aval des ministres. Sa parole était loi. Si un ministre de l'économie ou de l'agriculture contredisait les rapports falsifiés qu'elle présentait sur la production nationale, il était immédiatement limogé et relégué à un poste dans une mine de charbon en province. Le gouvernement se transforma en un défilé de courtisans terrorisés, impuissants face aux caprices de la première dame. La Roumanie sombrait dans un abîme d'isolement et de folie collective. Mais Elena et Nicolae se voyaient comme les monarques infaillibles d'un empire socialiste millénaire. Maîtrisant la science, la politique et le corps des femmes, Elena décida qu'il était temps de marquer à jamais le paysage du pays. Si Kim Il-sung avait remodelé Pyongyang à son image, elle ferait de même avec Bucarest, quitte à anéantir toute l'histoire de la nation et à dilapider les dernières ressources d'un peuple déjà affamé. Si les années 1970 furent la décennie de la transformation idéologique d'Elena Ceausescu, les années 1980 furent celles de sa folie matérialisée dans la pierre et le béton. Obsédée par l'idée de laisser un héritage qui éclipserait les pharaons d'Égypte et les empereurs de Chine, la première dame persuada son mari de lancer un projet chimérique baptisé « systématisation ».
Derrière ce terme bureaucratique se cachait l'un des plus grands crimes urbains et historiques des temps modernes, la destruction systématique du cœur historique de Bucarest pour construire un centre civique mégalomane, dont l'axe central serait le Palais du Peuple, actuel siège du Parlement roumain. Pour faire place à cette monstruosité architecturale, Elena ordonna la démolition, du jour au lendemain, de plus d'un cinquième du centre historique de Bucarest. Des quartiers entiers, avec leurs rues pavées inestimables, leurs villas de style français du XIXe siècle, qui avaient valu à la ville le surnom de Petit Paris, et leurs monuments historiques, furent réduits en ruines par les bulldozers du régime. Plus de 40 000 personnes furent expulsées de leur logement avec à peine 24 heures de préavis. Des familles entières virent s'effondrer sous leurs yeux les murs où elles avaient vécu pendant des générations, ne laissant derrière elles qu'un champ de ruines. Mais ce qui blessa le plus profondément l'âme de la nation fut l'attaque impitoyable contre le patrimoine religieux. Elena, élevée dans l'athéisme militant du communisme stalinien, ordonna la démolition ou le déplacement, par voie souterraine, de 22 églises orthodoxes historiques et de plusieurs synagogues. Si un temple ancien obstruait le tracé rectiligne des boulevards qu'elle avait elle-même dessiné à la règle sur les plans, l'ordre était catégorique. Démolition immédiate. Au milieu de ce désert de ruines, le palais du peuple commença à s'élever, un colosse de béton et de marbre blanc qui devint le deuxième plus grand bâtiment administratif de la planète, surpassé seulement par le Pentagone aux États-Unis. Elena Ceausescu assuma personnellement le rôle de superviseuse en chef du projet. Chaque matin, la première dame arrivait sur le gigantesque chantier dans sa limousine blindée, coiffée d'un casque blanc et d'une coiffure impeccable. Accompagnée d'une suite de centaines d'architectes et d'ingénieurs militaires qui tremblaient à sa seule présence, Elena parcourait les couloirs inachevés, donnant des ordres contradictoires au gré de ses seules fantaisies esthétiques. Si une imposante colonne de marbre de 20 tonnes était déjà en place, et que la façon dont elle reflétait la lumière du soleil ne lui convenait pas, elle ordonnait sa démolition et la construction d'une nouvelle colonne. Si un escalier monumental de 3 étages ne lui paraissait pas assez imposant pour ses réceptions diplomatiques, il ordonnait sa destruction à la dynamite, obligeant les ouvriers à travailler par roulement de 24 heures pour le reconstruire selon ses délires de grandeur. Tandis que le palais présidentiel engloutissait des milliards de dollars, des tonnes d'acier et le travail forcé de soldats et d'ouvriers civils morts dans des accidents du travail, dissimulés par la censure, le reste de la Roumanie sombrait dans une misère digne du Moyen Âge. Au début des années 1980, Nicolae Ceausescu décida de rembourser intégralement et d'un seul coup l'immense dette extérieure du pays, qui s'élevait à plus de 11 milliards de dollars, afin de démontrer au monde l'autosuffisance de son régime. Pour réaliser cet exploit financier en un temps record, le couple présidentiel mit en œuvre un programme d'austérité brutale qui étouffa la population au quotidien. La Roumanie, autrefois l'un des greniers à blé les plus prospères d'Europe de l'Est, devint un pays ravagé par une famine systématique. Elena et son mari ordonnèrent l'exportation de la totalité de la production nationale. Bœuf, poulet, blé, maïs, fruits et légumes de première qualité furent expédiés par camion et par bateau afin d'obtenir des devises étrangères. Que restait-il aux Roumains? Les miettes. L'État communiste instaura le rationnement, un système humiliant où chaque citoyen recevait une quantité dérisoire de nourriture par mois. Quelques grammes de pain rassis durs comme de la pierre, un filet d'huile trouble, 1 kilo de sucre et des pâtes ou des coups de poulet que la population, avec un humour noir et désespéré, surnommait les pâtes de Ceausescu. Les files d'attente devant les magasins d'État devinrent une constante. Hommes, femmes âgées et enfants devaient passer des nuits entières dehors, par des températures de moins 20 degrés Celsius en hiver, à faire la queue jusqu'à 8 heures durant, dans l'espoir d'obtenir 1 litre de lait dilué ou un morceau de saindoux avarié. La folie du régime atteignit un tel paroxysme qu'Elena lança un programme scientifique aberrant intitulé « Programme de nutrition rationnelle ». Forte de ses faux diplômes médicaux et universitaires, la première dame apparut à la télévision d'État pour déclarer que les Roumains étaient obèses et que l'obésité menaçait la santé de l'homme socialiste. Selon ces nouveaux décrets médicaux officiels, le Roumain moyen n'avait pas besoin de consommer plus de 1500 calories par jour pour travailler efficacement en usine. La famine de masse n'était plus la conséquence d'une mauvaise gestion économique. Elle était devenue une prescription médicale imposée par la mère de la nation pour le bien-être de ses enfants.
Mais le calvaire du peuple roumain ne s'arrêtait pas à la faim. Il s'étendait aux conditions les plus élémentaires d'une vie décente. Afin d'économiser l'énergie et de concentrer chaque watt d'électricité sur les industries d'État et les chantiers du palais, les Ceausescu coupèrent l'électricité et le chauffage dans tout le pays. Dans les immeubles et les zones industrielles de Bucarest, l'éclairage électrique fut réduit à 2 heures par jour au maximum, généralement tôt le matin. Les familles roumaines devaient dîner et s'éclairer à la bougie ou à l'aide de lampes à pétrole artisanales. Durant les hivers rigoureux des Carpates, où la température descendait facilement en dessous de -15 degrés Celsius, le régime interdisait d'allumer le chauffage central et d'utiliser les cuisinières électriques sous peine d'emprisonnement pour sabotage économique. Les radiateurs en fonte des maisons restaient complètement gelés. L'eau gelait dans les canalisations des salles de bain et les citoyens devaient dormir dans leur salon, emmitouflés dans d'épais manteaux de laine, des gants et des bonnets. Chaque hiver, des dizaines de personnes âgées et de nouveau-nés mouraient de froid dans l'intimité de leur foyer. La cause du décès, inscrite sur les certificats de décès, était systématiquement falsifiée par les médecins hospitaliers, contraints par la Securitate d'enregistrer arrêt cardiaque au lieu d'hypothermie ou de malnutrition. Tandis que cet enfer glacé engloutissait la vie de 20 millions de personnes, Elena Ceausescu vivait dans une bulle d'opulence qui insultait la misère humaine. Le couple présidentiel occupait le Palais du Printemps, une demeure de 80 pièces entourée de jardins privés où les robinets des salles de bain étaient plaqués en or massif, les murs recouverts de mosaïques de verre de Murano et les dressings d'Elena abritaient des centaines de manteaux de vison et d'hermine ainsi que des chaussures de créateurs importées directement des maisons de haute couture parisiennes et milanaises. Ses 3 enfants, Valentin, Zoya et Nicu, vivaient comme de véritables rois, dépensant des milliers de dollars dans les casinos étrangers et conduisant des voitures de sport de luxe sur les avenues désertes de Bucarest. Elena, la jeune fille aux pieds nus de Petrechti, était parvenue à bâtir son propre royaume illusoire sur la douleur et les cadavres de son peuple. Mais la corde de l'oppression était si tendue qu'elle était sur le point de se rompre. Le mécontentement populaire, contenu pendant des décennies par la peur paralysante des tortures de la Securitate, commença à se transformer en une rage sourde, un feu souterrain qui n'attendait que la moindre étincelle pour exploser et entraîner les dictateurs vers le procès le plus violent et le plus imprévu de l'histoire contemporaine. Décembre 1989 commença sous le même froid glacial et la même pénurie que les 10 années précédentes, mais une tension différente planait dans l'air. Le bloc communiste d'Europe de l'Est s'effondrait. Le mur de Berlin était tombé 1 mois plus tôt et les dictatures voisines se dissolvaient pacifiquement. Pourtant, en Roumanie, Elena et Nicolae Ceausescu croyaient leur trône de pierre éternel. Leur aveuglement idéologique et leur arrogance les empêchaient de voir que la faim et la terreur avaient poussé le peuple roumain aux limites de l'endurance humaine. L'étincelle qui embrasa la prairie jaillit à la mi-décembre à Timișoara, dans l'ouest du pays, où une petite manifestation de soutien à un pasteur réformé se transforma rapidement en un soulèvement massif. L'ordre d'Elena était impitoyable. Tirer pour tuer. Nettoyer les rues. La Securitate et l'armée ont ouvert le feu sur la foule désarmée, laissant des centaines de corps sur le bitume. Mais cette fois, la peur n'a eu aucun effet. Le sang versé à Timișoara n'a pas effrayé le pays. Il l'a indigné. Cherchant désespérément à reprendre le contrôle et à prouver au monde que le peuple les aimait toujours, les Ceausescu appelèrent à une manifestation massive le 21 décembre sur la place centrale de Bucarest, devant le bâtiment du comité central. Plus de 100 000 travailleurs furent contraints d'y assister sous peine de licenciement, brandissant des banderoles à l'effigie du couple et prêts à applaudir machinalement. Nicolae apparut au balcon principal, coiffé de son chapeau sombre, flanqué comme toujours d'Elena. Mais quelques minutes seulement après le début de son discours, l'impensable se produisit. À l'arrière de la foule, un petit groupe commença à huer. Le mécontentement se propagea comme une traînée de poudre. En quelques secondes, les applaudissements de rigueur se muèrent en un rugissement unanime de milliers de voix criant « Timișoara, à bas le dictateur, assassin !» Le visage de Nicolae se figea en direct à la télévision. Il resta muet, levant la main droite dans un geste pathétique de désarroi. Elena, perdant son sang-froid, s'empara du micro et cria avec colère à la foule. « Silence! Restez tranquille !» Cet ordre,
hurlée par une femme qui se considérait comme la mère de la nation, brisa enfin le charme. La foule ne resta pas silencieuse. La place s'embrasa dans une rébellion totale. Cette nuit-là, Bucarest se transforma en champ de bataille urbain. De jeunes Roumains érigèrent des barricades sur les boulevards, brûlant les portraits des dictateurs et affrontant à main nue les chars et les blindés de la Securitate. À l'aube du 22 décembre, la situation était devenue intenable pour le régime. Le ministre de la Défense lui-même fut retrouvé mort dans son bureau dans des circonstances mystérieuses, et les troupes de l'armée régulière, refusant de continuer à massacrer leurs propres frères, décidèrent de désobéir aux ordres et de rejoindre les révolutionnaires. La foule enragée prit d'assaut les lourdes grilles de fer du bâtiment du comité central, brisant les vitres et déferlant dans les escaliers principaux à la recherche des têtes des tyrans. Piégés sur le toit, Elena et Nicolae durent s'échapper de justesse à bord d'un hélicoptère qui décolla quelques secondes avant que la foule ne puisse les lyncher. L'évasion fut brève et humiliante. Le pilote de l'hélicoptère, prétendant faussement être menacé par la DCA, atterrit sur une route près de Targoviște. Le couple le plus puissant de Roumanie dut mendier des trajets en voiture sur des chemins de terre, se cacher dans une forêt comme de vulgaires criminels et trouver refuge dans un centre agricole. C'est là que la police du nouveau régime révolutionnaire les arrêta à la tombée de la nuit. Ils furent immédiatement conduits dans une base militaire militarisée à la périphérie de la ville. Leur captivité dura 3 jours. Ils passèrent le réveillon de Noël enfermés dans une petite cellule militaire au lit de fer, vêtus des mêmes vêtements sales et usés qu'à l'époque de leur fuite du palais, mangeant des rations militaires dans des assiettes en fer blanc et écoutant l'écho lointain des coups de feu qui secouaient encore la capitale. Le 25 décembre 1989, matin de Noël, un tribunal militaire spécial fut convoqué dans l'enceinte militaire pour les juger en toute hâte. Le procès dura à peine 2 heures et fut une farce judiciaire née de la précipitation des nouveaux dirigeants et de leur crainte que les troupes fidèles à la Securitate ne viennent à leur secours. Elena et Nicolae étaient assis côte à côte sur 2 chaises d'écolier en bois, face à un jury de juges militaires improvisés. Le procureur les accusa formellement de génocide pour la mort de plus de 60 000 personnes durant leur règne, la destruction de l'économie nationale et le détournement de centaines de millions de dollars du trésor public, dissimulés sur des comptes bancaires secrets en Suisse. Tout au long de la procédure, Elena a fait preuve d'un mépris total pour le tribunal. Fidèle à ses délires de grandeur, jusqu'à la toute fin, elle a constamment interrompu les procureurs et les juges par des cris hystériques d'une fausse autorité. « Je ne reconnais pas ce tribunal. Je ne réponds qu'à la Grande Assemblée nationale. Qui êtes-vous pour nous juger ? Misérable !» Lorsque le procureur l'a confrontée directement au sujet de son faux diplôme scientifique et de la façon dont elle avait humilié les véritables intellectuels du pays, Elena est entrée dans une rage folle, a croisé les jambes avec arrogance et a répondu « Je suis le président de l'Académie des sciences. Vous n'êtes personne pour remettre en question mon intelligence. Insolent !» Nicolae tenta de la calmer, en lui prenant le bras, mais elle continuait de proférer des injures entre ses dents, les yeux brûlants de haine et de ressentiment. Le verdict était déjà écrit, avant même le début du procès. Coupable sur tous les chefs d'accusation et condamné à mort par exécution immédiate. En entendant la sentence, Elena perdit complètement le contrôle. Plusieurs jeunes soldats s'approchèrent et lui lièrent les mains dans le dos avec une épaisse corde de chanvre. Elle résista violemment, donnant des coups de pied, crachant et hurlant d'une voix rauque qui ne portait plus aucune trace de la fausse élégance des photos officielles. « Lâchez-moi! J'étais comme une mère pour vous. On n'attache pas une mère. Vous devriez avoir honte. » Un simple soldat, les yeux fixés sur elle, et la voix tremblante du ressentiment accumulé d'une enfance passée dans le froid et la faim, lui répondit sèchement à l'oreille avant de la pousser vers la cour. « Notre mère ne nous a pas laissé mourir de faim, espèce de vieille sorcière. » Ils furent traînés le long du couloir de béton de la base militaire jusqu'à la cour désolée. Le ciel, en ce midi de Noël, était d'un gris glacial, et le vent mordant faisait voler les flocons de neige sur les flaques de boue gelée. Ils étaient alignés face à un mur de briques sales et fissurées, criblés de vieux impacts de balles. Les 3 soldats du peloton d'exécution, rongés par la nervosité, la haine et l'adrénaline, n'attendirent pas que l'officier ait fini de lire l'ordre d'exécution. Ils levèrent leurs fusils d'assaut Kalachnikov et ouvrirent le feu automatiquement.
Une rafale assourdissante et ininterrompue de plus de 120 balles s'abattit sur les corps du couple présidentiel. Les balles déchirèrent le manteau sombre d'Elena et le corps de Nicolae, qui s'effondra à genoux avant de s'écrouler à la renverse. Elena s'écroula sur le côté, le visage enfoui dans la neige sale de la cour militaire, les mains toujours liées dans le dos, le sang tachant de rouge le sol gelé de Targovište. L'empire de mensonges, d'or fastueux et de faux diplômes que Lenuța Petrescu avait bâti en 40 ans s'effondra en moins de 2 secondes sous une pluie de balles. Cette même nuit, les images insoutenables de corps sans vie gisant dans la boue furent diffusées en boucle à la télévision nationale. Le pays tout entier sombra dans un silence sidéré, réalisant que les monstres avaient disparu. C'était la fin de l'une des tyrannies les plus sombres et les plus suffocantes du XXe siècle. Une leçon historique sur la façon dont l'ambition démesurée, le ressentiment social et le mépris absolu pour son propre peuple finissent toujours par être payés du châtiment le plus violent, implacable et définitif de l'histoire. Si cette histoire vraie, aussi incroyable que sombre, vous a plu, relatant l'ascension et la chute les plus brutales des temps modernes, n'oubliez pas de liker et de soutenir la chaîne. Abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur les secrets les mieux gardés de l'histoire mondiale. À bientôt.